Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour parler d'optimisation SQL. SQL c'est quelque chose que vous faites souvent, tous les jours, et voilà, c'est quelques recommandations sur les bonnes pratiques et sur les manières d'optimiser tout ça. Donc on est parti. Les optimisations à appliquer sur les tables. Donc les règles qu'on peut se donner, la première c'est de toujours créer une primary. Il y est forcément à avoir une primary. De toute façon, sur les tables InnoDB, elles vont être créées par défaut si elles n'existent pas. Ça va être une clé interne au système qui va être rajoutée, alors que si elle est liée à la primary, elle va être exploitée. Et surtout, sur toutes les requêtes, bah, ça va rajouter une optimisation supplémentaire, puisque ça va être la clé la plus performante qui puisse être, puisque forcément, ça va générer une unicité au niveau de la colonne, etc. Donc il y a plein de choses qui sont générées de base avec les primaries, donc utilisez-les. Ensuite, une autre recommandation, c'est réduire le type et la taille au minimum possible. Vraiment, essayer d'optimiser la place que vont prendre les données que vous stockez. Et la meilleure optimisation, c'est vraiment de chercher à faire au plus juste par rapport à ce qui est demandé en type de données. Et je pense notamment aux entiers, par exemple, quand on cherche voilà, à utiliser principalement du tiny int, puis dès que ça ne suffit pas, on passe sur du small, etc. Vraiment essayer de trouver la meilleure table possible. Idem pour les libellés, pour des choses qui sont en varchar par exemple. Essayez de trouver la bonne taille de colonne pour que ça puisse stocker les données que vous voulez, mais qui ne soient pas non plus monstrueuses et qui n'aillent pas trop loin. Donc on évite les varchar 255 si vous voulez. On continue sur les conseils de ce type-là. Sur les entiers, faites attention, le nombre qu'on donne entre parenthèses ne sert qu'à l'affichage. En fait, par exemple, si je déclare une colonne qui est un int avec entre parenthèses 2, ça veut dire que grosso modo, quand je vais faire des requêtes manuelles en mode console sur la base de données, mais il va réserver la valeur de 2 caractères pour afficher cette colonne à l'écran. Vraiment, le 2, ça veut dire vraiment 2 caractères. Ça ne veut pas du tout dire la taille maximale qui sera allouée. En fait, c'est vraiment le type qui va donner ça. Par exemple, si je fais un tiny int de 2, ben, ça va quand même me réserver des valeurs de 0 à 255. Et 255, ça comptait plus que 2 caractères. Mais à l'affichage, il gardera que 2 caractères. Donc si ça dépasse, il fera des retours à la ligne, des choses comme ça. Mais voilà, entre un tiny int 2 et un int 2, il y a une énorme différence puisque le tiny int va réserver un tout petit espace mémoire, alors que le int 2 va réserver vraiment la valeur du int. Donc vraiment pensez-y, faites super attention, ce n'est que pour l'affichage. Alors bien sûr, ce que je raconte là est valable que pour les entiers. Si je dis un char de 2 va forcément contenir beaucoup moins de données qu'un char de 30. Là, on est d'accord, ça marche. Mais c'est vraiment un piège pour les entiers parce que ça sert vraiment à l'affichage et c'est un peu la particularité parmi les types de colonnes. De la même manière, utilisez le plus souvent possible les unsigned et les notes nulles. Donc les deux ont une particularité, sont vraiment utilisés ensuite par le moteur SQL pour traiter les requêtes. Donc vraiment, il faut vraiment essayer d'en tirer parti. Donc le unsigned, là vraiment son intérêt, ça va être que vous puissiez utiliser l'ensemble de la plage de valeurs. Si par exemple sur un tiny int dont on parlait, on n'indique pas le unsigned, en fait on va avoir la possibilité d'utiliser les valeurs de moins 127 jusqu'à plus 127. Et c'est dommage parce que du coup, si on avait donné un unsigned, on aurait eu la possibilité d'utiliser de 0 à 256. Enfin, vous avez le concept. À chaque fois que vous oubliez de mettre unsigned, ça veut dire que vous perdez la moitié de ce que vous auriez pu stocker. C'est quand même super dommage. Donc pensez-y véritablement et ayez le réflexe de mettre unsigned le plus souvent possible. La plupart des cas d'ailleurs, on peut travailler sur du unsigned. Donc c'est vraiment sur des cas particuliers où on va devoir avoir le signe. Pour les notes nulles, c'est un petit peu différent, mais c'est quand même hyper utilisé par le moteur de base de données. Si vous pouvez lui indiquer note nulle sur les colonnes le plus souvent possible, ça va l'aider parce que ça veut dire qu'il n'aura pas besoin de traiter les cas particuliers de nul. Il va pouvoir traiter toutes les valeurs qu'on va insérer dans ces colonnes-là comme des véritables valeurs qui ont une signification. J'enchaîne directement sur le conseil suivant. Utilisez toujours la possibilité par contre inverse de toujours dire nul quand il peut y avoir des valeurs dans la colonne qui n'ont pas d'intérêt. Plutôt que d'utiliser un 0 ou une chaîne vide ou quoi que ce soit pour dire que la valeur n'a pas d'intérêt, mais préférez l'utilisation d'un nul parce que ça va vraiment être traité différemment par le moteur de données. Je disais tout à l'heure, on met des notes nulles quand on le peut pour éviter qu'il ait ce fonctionnement spécifique, mais quand on sait qu'on va l'avoir, préférez plutôt mettre un nul que d'utiliser des valeurs bateau comme 0 ou chaîne vide. En fait, il faut juste se figurer que le moteur en lui-même, le 0 ou le chaîne vide,
par défaut, il a du mal à voir que ça a une signification particulière pour vous. Alors que si vous le mettez la valeur à nul, au moins c'est clair, cette valeur-là n'est pas intéressante, elle ne contient pas véritablement de valeur. Voilà. Donc vraiment, voilà, faites la part des choses entre le note nul, on va utiliser le plus souvent possible pour essayer de dire dans cette colonne-là, il n'y a aucun moment où je vais avoir des valeurs qui ne m'intéressent pas. Et quand je vais mettre nul, c'est vraiment pour différencier certaines valeurs en particulier, pour dire cette valeur-là, elle est complètement vide. Donc pensez-y, c'est hyper important et ça permet vraiment d'optimiser un petit peu les requêtes. Au niveau des montants, alors c'est quelque chose qui n'est pas spécifique du tout à la base de données, il y a plein de moments. À partir du moment où vous gérez des flottants, ils seront forcément stockés. À partir du moment où vous gérez des flottants, ils seront forcément stockés en mémoire et sur disque comme des approximations. Donc ça va générer des erreurs qui sont dans des chiffres loin après la virgule, mais quand on va commencer à faire des sommes ou des multiplications de montants, on peut arriver à des erreurs de centimes, et en compta, le moindre erreur de centimes, c'est un problème. Donc ayez le réflexe, quand vous stockez des montants, de les stocker en centimes. Quand vous devez faire de l'affichage, vous allez faire vos divisions pour pouvoir l'afficher avec les virgules de la bonne manière. Mais voilà, ayez le réflexe par défaut de stocker tous les montants en centimes. C'est vraiment une règle qu'il faut se garder et qu'il faut appliquer partout, tout le temps, entier, et donc en centimes. Enfin, dernier conseil sur les tables, pensez le plus souvent aux colonnes fixes quand c'est possible. On a souvent le réflexe de mettre du varchar partout, par exemple, quand il s'agit de libeller. Si vous pouvez avoir une taille fixe, ça va intéresser le moteur pour optimiser la manière dont il va stocker les données derrière. Par exemple, si on peut arriver jusqu'au point où toutes les colonnes de la table seront toutes en largeur fixe, ça va vraiment permettre lui d'optimiser ses index, ses constructions de table, les inserts après des deletes, des choses comme ça. Ça va vraiment pouvoir lui permettre d'optimiser les choses. Donc si on peut fixer les tailles, faisons-le. Je pense notamment à un exemple concret, hein, quand on va stocker des chats, des résultats de la fonction chat1, c'est intéressant de dire directement c'est des chars de 40. Je sais qu'il n'y a pas de raison que ça fasse moins que 40. Je vais réserver directement les 40 tout le temps. Au moins, je sais qu'il y aura tout le temps cette valeur-là. Donc, pour vous aider dans ces optimisations de table, il y a une procédure qui existe et qui est fournie sur toutes les versions de MySQL jusqu'à la 8, je crois. À partir de la 8, après, elle est plus fournie. C'est la procédure analyze. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous partez d'un select que vous avez déjà. Vous rajoutez à la fin procédure analyze, comme c'est indiqué là à l'écran. Et en fait, ça va vous donner des stats sur la table. Alors, c'est une commande qui n'est intéressante que dans le cas où il y a déjà des valeurs dans la base de données. Si votre table est vide, ça ne sert à rien de faire un procédure analyse dessus, il ne va pas vous donner de bons conseils. Mais plus la table est remplie, plus les informations qui se seront données là seront pertinentes. Donc en général, on fait ces analyses-là soit sur des tables qui sont déjà en production depuis un petit moment, soit on fait cette analyse-là sur une table dont on a alimenté les données avec, je sais pas moi, des valeurs issues de fixtures ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait suffisamment de données pour que ce soit parlant et qu'on puisse analyser les résultats. Je vous ai mis un exemple là à l'écran. L'exemple, il se base sur une des tables qui est par défaut dans MySQL, qui s'appelle help topic. Mais peu importe, c'était pour avoir un exemple concret. En tout cas, les colonnes qui sont présentes ici seront toujours les mêmes. Vous allez avoir pour la table qui a été analysée, en ligne là, vous allez avoir une ligne par colonne qui est dans la table d'origine. Du résultat qui est affiché là par colonne dans la table. Et pour chacun, vous allez avoir toutes les statistiques qui peuvent être intéressantes là-dessus. Donc on va les détailler rapidement. Les deux premières, la min value, max value, ça va vous indiquer voilà, quelles sont les deux plus petites et plus grandes valeurs qui sont stockées actuellement dans la table. Donc ça va permettre par exemple de se dire, ok, j'ai aucune valeur négative, je vais essayer de positionner là-dessus un unsigned. Il y a voilà, c'est vraiment utilisé pour les bornes. On va pas rentrer dans plus de détails que ça, mais voilà, ça vous donne une idée de quelles sont les bornes qui sont actuellement, c'est vraiment l'important de actuellement, dans la table. Min-length et max-length, là, ça va vraiment vous donner la taille de ce qui est véritablement consommé. Donc ça peut aider à se situer, par exemple, sur des varchars, de savoir un petit peu c'est quoi les différentes bornes qu'on pourrait positionner et qui permettraient de stocker l'ensemble des données qui sont actuellement dans la table. Donc ça peut aiguiller un petit peu sur la taille des données, ça peut aussi être intéressant sur les entiers, tout plein de choses. MT00, vous l'avez là, c'est une information sur combien il y a de zéros dans votre table. Ça peut être intéressant de regarder un petit peu s'il y a beaucoup de zéros qui reviennent. Il y a peut-être le moyen d'optimiser en voyant si ça ne devrait pas être des nuls à la place. La colonne d'après, c'est sur les nuls, c'est combien il y a de nuls là-dedans. À chaque fois qu'on a 0 dans cette colonne-là, on va aller vérifier que la colonne en question
elle est bien positionnée en note nulle, par exemple, ou est-ce que c'est le hasard qui fait qu'on n'en a aucun? Mais en tout cas, il faut vraiment analyser si on a 0, de se poser la question. Donc le reste, je vais passer, mais surtout, ce qui va être intéressant aussi, c'est la dernière colonne là, que vous avez là, qui est ce que lui, il a détecté comme étant le type de champ qui devrait être positionné pour cette colonne-là dans la table d'origine, et qui serait le plus optimal à l'instant T. Alors c'est vraiment, je précise, c'est à l'instant T. D'ailleurs, je suppose que c'est ça qui a fait débat et que c'est pour ça que c'est plus fourni à partir de la version 8 de MySQL. C'est que c'est vraiment, voilà, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, il faut vraiment avoir un regard un petit peu critique sur ce qui est donné là. Mais par exemple, voilà, ça va. Passons ce qui est affiché à l'écran en ce moment. Pour la première des colonnes de la table, il nous recommande un format smallint 3 unsigned not null. Donc ça, pourquoi il a déterminé ça, hein, c'est pas compliqué, c'est vraiment à partir des statistiques qu'on a à côté. Bah, il a vu qu'un smallint, ça suffit à stocker les valeurs qui sont indiquées entre min et max value. Il est unsigned pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur qui soit inférieure à 0. Et il est non nul parce qu'il a vu qu'actuellement, il n'y avait aucun nul dans la table. Alors, voilà, donc ça c'est vraiment typiquement le genre de préconisation qu'il va vous donner, qui est hyper intéressante. Ça ne va pas être assigné. Et on peut dérouler comme ça les unes après les autres toutes les colonnes. Donc sur la deuxième ligne, il va parler de la deuxième colonne de la table d'origine. Il va dire, je vous recommande du varchar 49. Pourquoi 49, tout pile? C'est parce qu'il a vu que la taille des colonnes variait entre 1 et 49, et il s'est dit, tiens, il y a un maxime 49, je te recommande de mettre 49. Mais peut-être que nous, avec un regard un peu critique, on va dire, pourquoi 49? Pourquoi pas autre chose? Peut-être arrondir, je sais pas moi, à 50 pour faire un compte rond, ou à 64 pour avoir un multiple de 2, peu importe. En tout cas, je vais réorienter mon choix en fonction de ce qu'il me recommande, mais il y en a quand même un regard critique. Je vais arriver à la ligne d'après, qui est peut-être une des plus problématiques, c'est pour la troisième ligne, donc la troisième colonne de la table d'origine, il va vous conseiller de faire un enum avec toutes les valeurs possibles qui sont là. Alors ça, il le fait en général quand il y a assez peu de valeurs différentes, en tout cas moins de valeurs que ce que pourrait contenir un tiny-int. Donc en général, il va vous recommander le enum. Pour ma part, je ne vous recommande pas du tout de faire des enums, j'en suis vraiment pas fanat du tout, parce qu'en fait, ça devient très difficile à maintenir ensuite si on veut ajouter de nouvelles valeurs, si on veut en enlever, c'est toujours un peu compliqué. Et en plus, en termes d'espace mémoire, il va de toute façon jamais réserver moins que tinyint. Donc, ce que je préfère en général, c'est extraire ça dans une table à côté ou dans un fichier de paramétrage. Bref, vous faites comme vous voulez, mais de stocker à la place des enums des tinyint avec une donnée vraiment numérique qu'on va exploiter en tant que numérique et qu'on va pouvoir traduire comme ça avec des fichiers de paramétrage ou des tables extérieures. Là aussi, une des choses qui fait qu'il nous va recommander le enum, c'est qu'il a vu qu'il n'y avait pas de 0, il n'y a pas de 1, et donc il se dit, tiens, il y a deux valeurs qui sautent, mais moi je vous recommanderais vraiment d'omettre cette partie-là et vraiment de travailler uniquement avec des entiers. Et si jamais vous avez besoin d'avoir des lettres, des monsieur, madame, des choses comme ça, on peut éventuellement envisager de travailler avec des enums. Mais voilà, pensez-y, pensez aussi à faire des constantes côté PHP quand vous l'utilisez. Mais voilà, en tout cas, moi je suis pas fanat de base de l'enum utilisé. Mais voilà, en tout cas, moi je suis pas fanat de base de l'enum. On pourra débattre. Pour les autres colonnes, je ne vais pas passer dessus, il n'y a pas grand chose à dire. On peut juste noter le char de 0 qui est recommandé parce que juste la colonne est vide partout. Voilà, bien sûr, on ne fait pas un char de 0, hein, si le truc il est complètement inutile, on l'enlève. Voilà, c'est ce genre de choses qui peut prêter parfois à sourire. Mais voilà, vous avez en tout cas une bonne façon, là, une bonne analyse, je trouve, pour avoir des conseils sur le bon format de vos colonnes, surtout si on ne connaît pas tous les formats. On se dit, tiens, par rapport à ce qu'il me recommande, je vais me baser dessus pour être un peu critique et regarder par rapport au véritable type du champ actuellement, voir s'il est bon ou pas bon. Pour les versions supérieures à la 8, vous avez aussi sur le net, je vous demanderai si jamais il y en a qui veulent le trouver, mais il y a aussi une implémentation possible pour faire une procédure custom qui reproduit le même résultat que ce procédure analyze si vous en avez besoin. Je vous recommande de le faire sur des tables qui ont un peu de vécu, ça permet de faire de la maintenance facilement. Et de l'optimisation assez gratuite, puisque du coup c'est vraiment que sur de la taille qui est prise, ça peut avoir des impacts aussi sur les temps de réponse. Au niveau des requêtes, alors surtout le conseil, si vous devez en retenir un, retenez celui-là. Quand vous faites des requêtes dans vos where, dans vos orders,
évitez le plus possible, voire n'en faites pas, des fonctions. Par définition, une fonction MySQL ne va pas être capable de se dire que ça va toujours donner le même résultat. Et du coup, quand on fait ce genre de where avec une fonction dedans, ça veut dire qu'il va prendre chaque ligne et pour chaque ligne, il va évaluer le résultat de cette fonction pour voir si ça match avec les conditions qu'on avait indiquées dans le where. Donc ça veut dire que c'est dommage, ça veut dire que c'est pas optimisé du tout. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va lire l'ensemble des données et essayer d'appliquer le where sur chacune en appliquant la fonction pour avoir un résultat et savoir s'il est exploitable. Donc c'est hyper dommage, c'est hyper lent. Il y a beaucoup de requêtes qui sont lentes à cause de ça. Donc faites-y très attention. Un exemple qui revient souvent du vécu de tous les jours, c'est de dire par exemple qu'on veut tous les enregistrements qui sont de cette année. Je ne sais pas moi, si vous faites une extraction par exemple de tous les biens qui ont été renseignés dans le logiciel cette année, on va faire un where, date d'inscription, le year de ça est égal à l'année en cours, et du coup on va ramener tous les enregistrements de l'année en cours. Ça c'est mission accomplie, mais on a utilisé une fonction, parce que year c'est une fonction qui va calculer l'année à partir d'une date, et bien pour résoudre cette fonction, le moteur va être obligé de parcourir tous les enregistrements de la table, d'exécuter cette fonction sur la colonne date d'enregistrement pour chacun des enregistrements, et en fonction du résultat qu'il obtient, de dire si c'est oui ou non, on va retenir cette ligne-là ou pas. Donc vous imaginez tout ce que ça peut générer comme calcul. Là, en l'occurrence, pour cet exemple-là, on va préférer dire, soit on va travailler avec des bornes, et on va dire on veut tout ce qui est entre le 1er janvier de cette année et le 31 décembre de cette année. Et du coup, on a travaillé avec une plage de valeurs, et du coup, MySQL, le moteur va le traiter vraiment sous forme de plage, de dire je veux tous les enregistrements qui sont entre les deux, et voilà, au moins j'obtiens directement mes résultats. Ou alors on va passer par l'utilisation soit de vous calculer en PHP les bornes que vous voulez ou la valeur que vous voulez directement en PHP, et ensuite vous l'injectez dans votre requête pour avoir déjà soit une requête avec une égalité, ça c'est le top, soit de travailler, voilà, comme on l'a dit, soit avec des plages, avec des supérieurs, des inférieurs, des choses comme ça, qui vont vous permettre de sélectionner véritablement les enregistrements. Donc pensez-y véritablement. Et idem pour les orders, hein, c'est le même effet. Donc si on peut travailler avec des orders qui sont dans le même état d'esprit, on va essayer de préférer ça. De la même manière, toujours en optimisation de requête, alors c'est beaucoup moins important, mais ça peut être une petite optimisation, d'utiliser les supérieurs ou égales à la place des supérieurs. Pareil avec l'inférieur ou égal par rapport à l'inférieur tout simplement. En fait, il faut juste se projeter un petit peu sur la manière dont le moteur va aller récupérer les enregistrements. S'il a par exemple un supérieur ou égal, il va aller directement rechercher la valeur qu'on lui a donnée. Il va chercher quel est l'enregistrement, le premier qui a cette valeur-là, et ensuite il va prendre tous les suivants. Il ne se pose pas de questions. Par contre, si on a strictement supérieur, en fait, il va rechercher cette valeur que vous lui avez donnée, et il va aller chercher la première valeur qui est au-dessus en suivant. Donc il va vraiment parcourir les enregistrements qui ont des valeurs supérieures jusqu'à trouver un qui a la valeur au-dessus et du coup prendre les suivants. Donc c'est juste pour éviter ces tout petits rebonds là qu'on va préférer directement lui donner un supérieur ou égal plutôt qu'un strictement supérieur. Un exemple concret, si je veux tous les enregistrements dont la valeur elle est de 5 et plus, ben, au lieu de lui dire je veux qu'elle soit supérieure à 4, parce que du coup il aurait recherché 4 et il aurait pris tout ce qui était au-dessus de 4, donc il aurait d'abord cherché quel est le premier enregistrement au-dessus de 4, il serait tombé sur 5 et il aurait pris tous les suivants, mais on va préférer lui dire directement supérieur ou égal à 5. Parce que du coup on inclut le 5 dedans, on arrive directement quand il fait sa requête pour aller chercher les enregistrements, il arrive directement sur le premier qu'il doit prendre, il n'a plus qu'à prendre les suivants. Voilà, c'est assez bête quand on y réfléchit, mais c'est vraiment un bon conseil à suivre. Ça ne sera pas une énorme optimisation, parce qu'en fait, on évite juste les tout petits rebonds qui permettraient d'aller au premier enregistrement qui correspond. Mais en tout cas, c'est déjà une première optimisation. Partout, vous pouvez utiliser plutôt supérieur ou égal que le directement strictement supérieur. Les alias de table. Alors, s'il vous plaît, mettez des alias sur les tables qui soient parlants. C'est assez frustrant de voir des requêtes dans lesquelles toutes les clauses de from, join, tout ça, à chaque fois vous mettez des alias qui sont sur 1-2 lettres et pas plus. C'est une version très abrégée de la table. Ça porte pas de sens. Quand on analyse ensuite les résultats, on travaille, voilà, j'ai encore vu dernièrement de select de mandat avec mandat on lui colle un alias M,
et partout dans ces colonnes et tout ça, on se sert juste de M, bah, du coup, c'est plus perturbant qu'autre chose parce qu'en fait, ce M, on a du mal à situer de quoi il s'agit, sauf s'il y a peu de tables dans le dans les tables qui sont rassemblées, qui sont join pour cette requête. Mais voilà, dès qu'il y en a quelques-unes des tables, mettez des alias ou n'en mettez pas du tout, hein. Des fois, on s'y repère mieux à avoir le nom de la table en entier. C'est sûr que ça va vous demander de taper plus de choses sur votre clavier, mais un peu comme quand on tape du code, on va éviter de faire des variables qui s'appellent $A, $B, $C. Eh ben, c'est pareil avec les alias de table. Ça sera mieux si on peut leur donner un petit peu de sens. Vous avez le droit d'utiliser des alias, mais au moins qu'ils portent un minimum de sens et qu'on voit de quoi il s'agit dès qu'on le lit, quoi. Qu'on soit pas obligé d'aller voir, bon ben R ça veut dire quoi, M ça veut dire quoi, RE ça veut dire quoi. Enfin, voilà, c'est des trucs hyper, hyper difficiles à lire. Donc, comme je vous avais dit déjà pour le code, faites en sorte que lire les requêtes soit très simple, même si ça vous demande un petit peu plus de temps, au moment où vous les écrivez. C'est du temps, on passe toujours plus de temps à lire du code que du temps à l'écrire. Donc voilà, pensez-y quand vous écrivez aussi des requêtes, c'est utile de mettre des alias par là. On a le droit aussi pour les vues de faire quelques vues en base de données. Si on voit qu'on est toujours en train de répéter les mêmes joins avec les mêmes critères ou qu'on fait toujours la même sélection de colonnes, on peut imaginer de basculer ça en vue. Voilà, ça sera une bonne optimisation parce que ça va permettre déjà à ceux qui administrent la base de données de voir qu'il y a des choses qui sont souvent mises ensemble, ça c'est intéressant. Et après dans vos requêtes, ça va les simplifier puisque par définition, si vous ramenez toujours la même chose, si on fait une petite vue, ça permettra de faire un raccourci. Sur MySQL notamment, il n'y a pas d'optimisation au niveau des vues, hein. Il n'y a pas de cache de vue particulier ou quoi que ce soit qui accélère la requête en elle-même. C'est juste que ça va être un raccourci d'écriture. Il y a d'autres systèmes de base de données sur lesquels ça permet de faire des accélérations en plus parce qu'on peut faire vraiment du cache. Là, c'est pas très développé sur MySQL pour l'instant. Par contre, faites juste attention avec les vues. Il faut surtout pas que ça devienne quelque chose dans lequel on a planqué du code métier. Donc quand vous faites des vues, il faut que ce soit uniquement des vues d'un point de vue technique. Il ne faut pas qu'il y ait des règles métiers. Je m'explique par exemple, quand on voit une requête qui dit je vais aller sélectionner tous les conseillers qui sont à jour de leur cotisation, qui ont tous leurs justificatifs, etc. Pour ramener uniquement les conseillers qui sont actifs et qui sont en droit, par exemple, d'aller sur Omega ou de faire des actions, ça, là, cette requête, on pourrait imaginer d'en faire une vue en se disant, bah, tiens, on va avoir besoin à plein d'endroits d'avoir ce critère-là. Mais en réalité, on est en train de planquer des règles de métier là-dedans, puisque le fait qu'ils aient fourni tous leurs papiers, qu'ils soient à jour de leur cotisation, etc., etc., ça, ce sont des règles métiers qui permettent de déterminer si un conseiller est en droit d'utiliser ou pas le truc. Donc pour ça, il faut surtout pas faire une vue. On va plutôt préférer stocker dans un champ quelque part plutôt un flag qui va dire, ben voilà, il est OK, il n'est pas OK, et se baser sur ce flag-là. Vous voyez, il faut surtout pas que la vue devienne quelque chose qui permet de planquer du code. Il faut vraiment, du coup, quand on a ce genre de besoin-là, vraiment pas hésiter à faire un champ qui permet de vérifier ce genre d'accès. Et dernier conseil aussi qui est hyper important, faites des explain sur toutes vos requêtes. Vraiment, prenez-en l'habitude, ne serait-ce que pour vous familiariser avec la commande explain, mais aussi et surtout parce que ça mange pas beaucoup de temps au moment où vous êtes en train d'écrire des requêtes, de faire un coup d'explain en plus dessus pour voir comment elles fonctionnent. Et ça vous permettra de toujours avoir des requêtes optimisées. Donc vraiment, prenez le réflexe. C'est très utile un explain pour voir pourquoi une requête est lente en production, mais ça peut être aussi utilisé beaucoup plus tôt dans le cycle de développement pour voir un petit peu comment elle se comporte. Donc pour le explain, on va faire un petit zoom dessus pour voir en détail comment on fonctionne et quelles sont ces colonnes, qu'est-ce que ça nous retourne. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours clair. Alors je vous ai pris un exemple là, et je vous ai mis en dessous le résultat que va produire le explain. Donc le explain, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est vraiment pas compliqué, il suffit juste de rajouter le mot-clé explain au début d'une requête, et en fait le moteur va expliquer un petit peu toute la démarche qu'il va entreprendre pour pouvoir fournir les résultats qui sont liés à cette requête-là. Voilà, c'est pas plus compliqué. Ensuite, les résultats qui vous ont donné là, qui sont affichés, un peu comme pour le procedure analyze, ce sont des statistiques qui vous sont données à l'instant T, mais qui sont quand même très intéressantes. Même avec peu d'enregistrement, il va quand même vous donner plein d'infos qui sont intéressantes. Par contre, il y a énormément de colonnes là-dedans ou de libellés là-dedans qui sont un peu confus, qui sortent un peu de nulle part, donc on va les voir plus en détail. Et surtout, je vais essayer de me concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes à regarder
pour pas vous perdre dans plein de détails aujourd'hui, mais vraiment vous apprendre à voir l'essentiel sur ces explain. Donc, première colonne, je vais passer, c'est l'ID, c'est juste un petit identifiant, je place. Ça va commencer à être intéressant à partir de la deuxième colonne, qui est le select type. Alors, déjà, vous avez dans le résultat que vous produit l'explain, une ligne par table de l'ordre principal. Je reviens sur la slide précédente. Par exemple, là, je vais avoir 3 lignes qui sont dans le résultat de l'explain parce que j'avais 3 tables. Donc là, en l'occurrence, rapprochement, recherche et mandat, qui étaient dans la requête SQL. Si j'avais plus de join, bah, du coup, j'aurais plus de lignes dans le résultat. Mais à chaque fois, j'aurais une seule ligne par table qui était indiquée dans la requête. Bien sûr, s'il y a une table qui est répétée plusieurs fois, ça sera présent plusieurs fois là-dedans, mais vous avez vu l'idée. Et là, d'ailleurs, on remarque au passage que la colonne table là, indique sur quelle table porte la ligne en question. Et vous voyez que si on a mis un alias, il récupère l'alias. Donc là, par exemple, si je regarde que le résultat du explain sans avoir l'ordre sous les yeux, je ne sais pas de quoi on parle. Parce que R, RE et M, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je suis obligé de remonter dans leur SQL pour m'apercevoir que R, ça veut dire rapprochement, RE, c'était pour recherche, et M pour mandat. Donc voilà, si vous mettez des petits alias, au moins mettez quelque chose de parlant et pas juste les lettres. Ou sinon, n'en mettez pas. Là, en l'occurrence, ça aurait pu suffire ça. J'en reviens à ma première colonne intéressante qui était le select type. Donc select type, vraiment, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle on doit être vigilant, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait indiqué dans cette colonne-là un uncacheable quelque part. Ça veut dire qu'il est incapable de mettre le résultat de la requête en cache. Donc souvent, c'est un problème technique au niveau de la requête, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a un problème dans votre requête. Si vraiment il vous dit ça, c'est qu'il y a un souci dans la manière dont c'est écrit. À mon avis, il vaut mieux relire le code de la requête, voir comment elle est fichue, comment elle est inscrite. Il y a vraiment quelque chose à revoir. Si jamais vous ne voyez toujours rien, faites-vous relire par quelqu'un d'autre. Il y a forcément quelque chose qui cloche dans ce que vous êtes en train d'écrire. On n'a pas un métier qui fait en sorte qu'on devra avoir ce genre de résultat. Voilà, c'est la seule chose qui va vous intéresser dans cette colonne-là. Les autres valeurs sont à peu près normales, à peu près standards pour l'utilisation qu'on en fait. Donc j'ai déjà parlé de la colonne table, je vais sauter directement à la colonne type. C'est la colonne qui est la plus importante dans ce résultat-là, et c'est vraiment celle qu'il faut regarder en premier. Donc je vous ai classé là un petit peu les valeurs qui arrivent le plus souvent, et je les ai classées de la plus pénible à la plus sympa. Donc grosso modo, si vous avez un all dans ce type-là, ça veut dire que pour la table dont il est question dans la ligne, il a dû parcourir l'ensemble de la table, tous les enregistrements de la table. Donc si c'est s'il y a des millions d'enregistrements dans cette table, il a parcouru l'ensemble des millions d'enregistrements, avec tout ce que ça peut comporter comme défaut et comme pénibilité. Donc vraiment, il faut surtout faire la chasse au all dans cette colonne-là. Encore que pour le all, j'exagère, c'est assez parlant, mais pour les autres valeurs, c'est pas forcément évident. Donc voilà, donc si on a un all, on va essayer d'en faire la chasse. Index, alors, c'est un petit peu mieux, mais c'est quand même pas terrible. Ça veut dire qu'il a réussi à se baser sur un index pour faire de la requête. Donc déjà, il n'a pas parcouru toute la table, mais par contre, il a dû parcourir tout l'index. Donc index, c'est vraiment une mauvaise nouvelle dans cette colonne-là. Il ne faut pas croire que ok, c'est cool, il est passé par un index, tout va bien. Non, ça veut dire qu'il a lu l'intégralité de l'index. Donc quand on parlait tout à l'heure d'une table qui fait des millions d'enregistrements, mais il a parcouru ces millions d'enregistrements, il les a juste parcourus dans l'index au lieu de la table. C'est mieux, mais c'est vraiment pas terrible du tout. Donc pareil, on va faire la chasse à all index, on va chasser, on n'en veut pas. Dans tous vos résultats d'explain, si vous avez un all ou un index, il faut vraiment travailler pour essayer de les éviter. Après, il y a des fois, on n'a pas le choix, hein, mais voilà, il faut vraiment essayer de les éviter au maximum. Quand vous commencez à voir les autres valeurs, bon, ben là déjà c'est bien, c'est plutôt de l'information. Alors ça, je vais les détailler ici parce que c'est intéressant de savoir à quoi ça correspond, mais c'est pas, il y a normalement pas un travail à faire. On est déjà bon dans ce qui pourrait être fait. Normalement, on ne pourrait pas obtenir de meilleurs résultats que ce qui est indiqué là-dedans. Donc le premier résultat qu'on peut avoir, c'est ref ou alors ref hors nul. Donc ça veut dire que en se basant sur l'index, il a pu facilement filtrer les lignes, il n'a pas eu trop besoin de se compliquer la vie, donc tout va bien. Le where qui est précisé est assez simple à résoudre, pas trop de soucis. La différence entre les deux, c'est que le ref hors nul, ça veut dire qu'il a dû prendre en compte la valeur nulle, qui était un petit cas particulier.
Mais voilà. En tout cas, ça illustre ici que le nul, vous voyez déjà à ce niveau-là, bah, il a une utilité un petit peu particulière dans la base de données. Il n'est pas traité exactement comme les autres colonnes. Donc voilà. Donc il va faire. Normalement, il s'en est bien sorti s'il a un ref. S'il a un range, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça veut dire qu'il a réussi à sélectionner une plage d'enregistrement en fonction du where qu'on avait positionné ou des joins qu'on avait positionnés. Il a réussi avec juste une range de valeurs à s'en sortir. Donc normalement, c'est très bien, c'est optimisé, il a dû passer par les outils dont il avait besoin. Avec juste cette plage de valeurs, il s'en est sorti, tout va bien. Donc c'est un petit peu mieux que ref, où il a dû peut-être faire un calcul. Et c'est moins bien que le const ou le equal ref. Alors là, vraiment, on est au top de ce qu'on peut avoir de plus optimisé. Ça veut dire que en lisant une seule ligne dans la table, il a réussi à répondre à la requête. Donc ça, c'est vraiment le top, on ne peut pas trouver mieux. Alors souvent, c'est ça, ça se passe quand on utilise des ID ou des colonnes qui ont été positionnées en tant que unique. Voilà, des index qui ont été positionnés en tant que unique. Voilà, là, dans ces cas-là, ben, c'est hyper optimisé. Ça veut dire qu'en lisant une seule ligne, il savait qu'il n'y avait pas d'autres enregistrements qui pouvaient correspondre parce que la colonne était unique ou c'était un index particulier, un ID particulier. Du coup, il a pu répondre avec une seule ligne. Donc c'est vraiment ce qu'on peut avoir de plus intéressant. Alors la différence du coup entre les deux, le const, ça veut dire que dans la requête d'origine, il y a une valeur qui était indiquée en dur dans la requête. Le equal ref, ça veut dire qu'il a matché la valeur en fait des lignes dans cette colonne-là avec une autre des valeurs en fait qui ont été retournées par la requête. Donc voilà pour cette colonne-là. C'est la plus importante, c'est vraiment celle-là. Ensuite, vous avez les colonnes qui suivent se rapportent tous à l'index qu'il a utilisé ou pas pour faire la requête. Donc dans Possible Keys, en fait, il va lister tous les index qu'il a vu qu'il aurait pu utiliser. Alors, il ne va pas vous lister tous les index de la table en question, mais il va vraiment indiquer ceux qu'il a détectés comme étant potentiellement intéressantes pour lui. Et dans le key qui suit, il va vous dire quelle est l'index qu'il a retenu. Il a retenu, voilà, c'est intéressant. Après, Keylen et Ref sont plus à titre d'information. Il va vous dire c'est quoi la taille de la clé, à partir de quoi il a fait le lien. Donc là, par exemple, s'il y a une constante, ça va être indiqué. Là, ça veut dire qu'il a comparé avec tel autre champ de telle autre table. Voilà. Selon le contexte, ça va dire des choses un tout petit peu différentes. Et si on continue, le colonne rows, ça va vous dire combien de lignes il a lu. Là, quand il a essayé de résoudre cette requête-là, combien de lignes il a lu dans cette table-là. Donc on va faire là-dessus la chasse aux gros chiffres. Et ensuite, voilà, donc en général, on va associer entre la colonne type et la colonne rows. Voilà, ça va être vraiment comment dire, les informations qui doivent vous sauter aux yeux, ça doit être dans ces deux colonnes-là. Donc on va avoir des types, c'est quoi? Quand on voit un all, on va avoir le réflexe d'aller voir le côté rows. On voit qu'il y a 203 000 rows qui ont été élus pour faire la requête. Oula, ça sent pas bon. On va vouloir essayer d'optimiser ça pour essayer de faire disparaître ce all. Et normalement, en faisant disparaître ce all, on va arriver à avoir moins de rows. Ou en tout cas, quand on a des all ou des index en colonne type, on va essayer de minimiser le plus possible le nombre de lignes qui sont lues, quoi. Donc voilà, en général, avec ces deux colonnes-là, c'est là où on jongle le plus. Et dernière information que vous retourne l'explain, c'est la dernière colonne, de la colonne qu'ils ont baptisée extra, et qui peut contenir un peu tout n'importe quoi. Ça va vraiment être selon le contexte. Et c'est un peu, là, ça détient le prix de la colonne la plus mal nommée et dont les valeurs sont les moins parlantes possibles. Là, je crois que c'est le pompon. Donc, on va les passer rapidement, se concentrer sur celles qui sont importantes. Donc déjà, si on a un using index, là, c'est une bonne nouvelle d'avoir un using index dans cette colonne extra. Ça veut dire grosso modo que avec juste l'index qu'il a utilisé, ça lui a suffi. Pardon, ça a suffi. L'index a suffi pour sélectionner les bonnes lignes, et en plus l'index a aussi suffi pour fournir les colonnes qu'on avait demandées. Donc ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin d'aller rebondir dans la vraie table pour aller chercher des informations complémentaires. Je prends un exemple concret, mais si dans l'index j'ai les deux premières colonnes et que j'ai une troisième colonne qui n'est que dans la table, si dans mon select je demande la colonne 1, 2, 3, eh bien, effectivement je vais aller rechercher mes enregistrements dans l'index avec les valeurs 1 et 2 s'il y a des where dessus, mais je vais quand même être obligé de rebondir vers la table physique pour de toute façon aller chercher la colonne numéro 3. Quand il y a indiqué index ici, ça veut dire que j'ai pas eu besoin de faire ce rebond. Déjà, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que, voilà, en parcourant juste l'index, qui est forcément plus petit que la table,
ben, on aura réussi à répondre à la requête. Donc c'est une bonne nouvelle en général de voir le using index dans cette colonne extra. Si on a un using index condition, ça veut dire que c'est une demi-bonne nouvelle. Ça veut dire que là, il y a pas mal de moments où on a réussi avec juste l'index à répondre à ce qu'on voulait. Et des fois, ben, il a fallu aller répondre avec la table d'origine. Un exemple concret, hein, c'est quand on a un if dans notre requête, bah, du coup, il y a des fois où juste l'index suffit et le if, si dans ce qui ramène, on ramène une colonne qui n'est pas dans l'index, bah, voilà, sous certaines conditions, l'index ne suffira pas. Using where, ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça veut juste dire que sur l'index qu'il a réussi à ramener les résultats, mais qu'il a dû aussi appliquer la condition where aux lignes qu'il a récupérées pour voir si ça matchait avec ce que vous vouliez. C'est pas forcément très grave, mais par contre, si on a un using where plus un all ou un index dans la colonne type, eh ben là, il faut tout de suite le mettre en rouge. Voilà, on est en général sur un cas d'une fonction dans un where, parce que ben, ça veut dire qu'il a parcouru all tous les enregistrements de la table, parce qu'il a dû appliquer le using where, la fonction qui était dans le where. Voilà, en général, c'est un peu l'association magique. On sait que quand on a type all ou index, et qu'on a un using where dans la colonne extra, voilà. Bon, mais là, il faut aller regarder l'ordre SQL. En général, c'est qu'on a une fonction dans le where. Et il faut essayer de supprimer cette fonction, voilà, de faire des bornes, de faire des valeurs précalculées, ce genre de choses, pour essayer de l'éliminer. Voilà, donc vraiment en rouge, c'est uniquement l'association entre using where et quelque chose comme all ou index dans la colonne type. Enfin, on doit avoir deux autres choses sur lesquelles voilà, il faut que ça attire l'œil, il faut faire un petit peu attention, mais c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Donc c'est le using temporary et le using file sort. Donc using temporary, par exemple, c'est l'utilisation d'une table temporaire. Ça peut faire peur, mais c'est pas grave en soi. C'est-à-dire que si la table temporaire qui a été utilisée là pour faire ses calculs, elle est stockée en mémoire, elle fait ses calculs en mémoire, c'est complètement transparent pour vous, il n'y a absolument pas à vous inquiéter. Ça n'est pénalisant qu'à partir du moment où je ramène un gros volume de données, le fait d'utiliser un using temporary, ben ça veut dire peut-être que je vais être obligé de faire du swatch ou du swap, ou alors je vais avoir une grosse consommation de mémoire. Mais voilà, c'est pas forcément dramatique, il faut vraiment le prendre comme une information et voir qu'est-ce qu'on en fait en fonction. Voilà, souvent ça fait peur, using temporary, on se dit oh là là, je passe pas. Non, voilà, c'est pas forcément grave. Using file sort, voilà, là on est au summum de ce qui devrait être renommé autrement. Ça veut juste dire que l'index ne lui a pas suffi à faire le tri. Vos index, ils sont déjà pré-triés par définition. Un index, c'est dans un ordre précis. Et quand on fait un select dans un index, ben, l'ordre dans lequel c'était classé par l'index ne pouvait pas être utilisé pour répondre à la question. Souvent, c'est quand on a changé avec un order by ou des choses comme ça, l'ordre dans lequel les lignes seraient arrivées naturellement. C'est pas du tout inquiétant. De la même manière, c'est un peu comme l'using temporary. Si on travaille sur des gros volumes de données, bon, voilà, il faut faire attention parce que ça veut dire qu'il a dû mettre quelque part. Souvent, c'est associé using temporary, using file sort. Bah, ça veut dire qu'il n'a pas pu utiliser l'index, donc il a dû faire un classement. Du coup, pour faire le classement, comme c'était sur gros volume de données, il a dû créer une table temporaire. Voilà, souvent les deux sont associés. Quand ils sont associés, il faut vérifier quand même que voilà, le volume de données qui est donné est bon ou pas bon. Alors, volume, à partir de quand il est bon, c'est vraiment une question vague. Ça va dépendre des ressources du serveur à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il est en capacité d'utiliser? Est-ce qu'il y a beaucoup de requêtes qui passent en parallèle? C'est hyper vague. Voilà. Essayez d'optimiser du mieux que vous pouvez. Il n'y a pas de règle précise sur la limite qui doit être mise en face. On va enchaîner sur les index, du coup, puisqu'on a vu avec les explain maintenant que, voilà, on parlait d'index, là, quels étaient ceux qui avaient été retenus, pourquoi, qu'est-ce qui n'allait pas, etc. Ben, comment on positionne des index maintenant? La première chose à savoir, si on peut faire en sorte qu'un index soit unique, ben, c'est quelque chose qui permet d'être plus optimisé. On l'a vu tout à l'heure, ça va lui permettre par exemple de se dire ok, j'ai trouvé une valeur qui match, c'est même pas la peine d'aller voir les autres, je sais qu'il n'y a que celle-là qui match. Donc ça, si on peut avoir un unique sur un index, c'est nickel, c'est vraiment ce qu'il faut vous utiliser. Après, autre sensibilisation à avoir, c'est que l'ordre dans lequel vous mettez vos colonnes dans l'index est hyper important. On ne met pas les colonnes dans n'importe quel ordre dans un index. On va vraiment chercher à les ordonner de la meilleure façon possible. Alors déjà, pour essayer de comprendre mieux comment ça fonctionne, un index, il faut vraiment essayer de se projeter, de se dire, OK, c'est comme quand je classe des bouquins à la FNAC, etc. Je vais les classer d'abord par catégorie,
puis par nom d'auteur, puis par titre, etc. Et c'est comme ça que je vais pouvoir le plus souvent possible retrouver facilement un bouquin. Et en fait, je vais constituer cet index-là, le fait de classer par catégorie, puis par auteur, puis par titre, ça n'a pas été imposé par quelqu'un qui quelque part s'est dit bah tiens, je vais faire ça comme ça. On sait que c'est ce qui est le plus utile pour les clients qui viennent dans le magasin. On sait que pour les clients qui viennent dans le magasin, ils vont d'abord penser à une catégorie, et ensuite, une fois qu'ils ont une catégorie, ils vont aller chercher un auteur en particulier, puis le titre du bouquin en particulier. Et là, vous avez vraiment l'explication de l'index, c'est-à-dire que c'est important l'ordre dans lequel elle met. Voilà, si on avait décidé que dans tout le magasin, on allait classer par titre les livres, forcément, les gens seraient un peu paumés. Parce il faudrait savoir c'est quoi exactement le titre. On ne pourrait pas essayer d'avoir des choses qui sont dans le même style. Voilà. On se rend bien compte que si l'ordre dans lequel on avait mis les choses dans l'index qui est représenté par ce magasin, du coup, ça n'aurait pas du tout produit un résultat optimisé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre là-dedans. Et alors, quelle est la règle? Là, je vous ai vraiment expliqué une règle qui permet de bien ordonner ces colonnes dans son index. On va chercher à mettre en premier toutes les colonnes sur lesquelles il y aura une égalité dans le where. C'est-à-dire que ce sont des colonnes sur lesquelles on va vérifier est-ce que c'est égal à telle valeur. En fait, pour vous expliquer pourquoi on fait ça, c'est que quand on utilise un index, on va utiliser le maximum de colonnes jusqu'à qu'il y en ait une qui ne soit pas une égalité. Parce qu'à partir du moment où on en a une qui n'est pas une égalité, on va devoir la comparer par rapport à ce qui était demandé dans le where, et on ne va plus pouvoir se baser aux colonnes d'après, puisque ça ne sert plus à rien. Je prends un exemple concret. Si je dis je veux tous les bouquins de la catégorie fantastique dont l'auteur est Tolkien, le titre je m'en fous, ça veut dire qu'on va tomber pile dans les colonnes de l'index, tout va bien. Donc on va pouvoir par catégorie, puis par nom d'auteur, tout va bien. Maintenant, si je dis je veux tous les bouquins qui sont dans la catégorie fantastique et dont le nom d'auteur commence par TO, on se rend bien compte que je vais aller chercher dans le bon rayon, chercher le bon début de nom d'auteur, et après pour tout le reste, il va falloir que je les parcours, que je les sélectionne. Le fait que j'avais le titre, que j'avais pile le bon titre, va pas m'aider dans ma recherche. Si je me souviens plus le nom d'auteur, je vais être obligé de parcourir tout le nom d'auteur qui commence par TO, je me souviens plus de la suite, tous les parcourir et de vérifier est-ce que le nom d'auteur, est-ce que le titre du bouquin que je cherche correspond. Voilà, c'est exactement ce qui se produit avec les colonnes qu'on a dans un index. À partir du moment où on en a une qui n'est pas sur une égalité parfaite, on va être obligé de toute façon de ramener tout le reste des enregistrements et de faire mes opérations dessus. Donc souvent on va mettre donc dans le where, en premier, toutes les conditions qui sont en général une égalité par rapport au where. Ensuite on va en mettre une de plus qui est celle à partir duquel où c'est plus égal, mais qu'on veut quand même préciser dans le where. Et surtout, cette colonne, à partir du moment où il n'y a plus d'égalité, on voit qu'on va s'en servir pour filtrer le reste des enregistrements. Donc en général, on va chercher à mettre dans cette dernière colonne-là, qui sera vraiment prise en compte au moment de la sélection des enregistrements, de prendre celle qui a le plus de chances d'éliminer le maximum d'enregistrements. Puisque du coup, on aura moins d'enregistrements à analyser, ce sera plus optimisé. Et ensuite, pour les autres colonnes, là, on est un peu plus libre. C'est juste pour essayer de répondre avec le plus de perfs possible. Grosso modo, ce qu'on va chercher à faire une fois qu'on a ces critères-là, ça c'est les plus intéressants, et les deux qui sont en gras là, c'est vraiment les critères dont vous avez besoin pour avoir un index optimisé. Tout le reste, toutes les autres colonnes qu'on va rajouter, c'est pour chercher à obtenir le using index qu'on a eu dans la colonne extra tout à l'heure, c'est-à-dire que avec juste l'index, sans avoir à rebondir sur la table, on a répondu à la requête. Donc quand on va chercher ce résultat-là supplémentaire, de dire avec juste l'index je réponds à la requête, on va inclure les 3 et 4 et 5 que je vous ai indiqué sur le slide là. Donc la première chose qu'on va rajouter, du coup, c'est les autres champs qui apparaissent dans le where, mais qui, voilà, supplémentaires. Ça va permettre, du coup, en ayant juste l'index, de pouvoir filtrer l'ensemble des résultats, sans avoir à chaque fois rebondir sur la table pour aller vérifier si ça match ou pas avec ce qui est dans le where. Ensuite, on va essayer aussi de rajouter toutes les colonnes qui sont utiles à l'order by. Ça permettra d'avoir directement les colonnes pour calculer dans quel ordre elles se feront, sans avoir besoin de rebondir vers la table. Et enfin, toujours pour la même raison, on va aussi rajouter toutes celles qui apparaissaient dans les colonnes qu'on voulait ramener dans la requête, pour pouvoir les rajouter à l'index et faire en sorte que juste avec l'index, on n'ait pas besoin de rebondir vers la table. Donc voilà, en faisant toutes ces colonnes-là, on va avoir un index qui est hyper optimisé pour une requête, mais c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire. Alors, tout de suite, on va prendre des réserves et c'est inutile de faire un index avec toutes les colonnes.
Ça veut dire que vous avez juste dupliqué la table, hein. Parce que du coup, si vous avez repris toutes les colonnes dans votre index, ben, vous avez multiplié par 2 l'espace que prend votre table. Alors certes, vous l'avez dans un ordre un petit peu différent, puisque dans l'index, vous avez pu préciser un ordre de colonnes, mais ça reste quand même une table dupliquée. Donc en général, on va éviter de faire ça, ça sert à rien, ça prend trop d'espace en place disque. Ça optimise plus grand chose, puisqu'on est obligé de parcourir toutes ces données. Donc inutile de faire ça. De la même manière, c'est complètement inutile de me poser un index, plusieurs index, du coup, un sur chaque colonne. Donc ça sert à rien du tout. Quand on va poser un index, en général, c'est qu'il y a un besoin qui va en face, et on va essayer de trouver les index qui sont vraiment les plus utiles. Alors pourquoi je dis ça? C'est le attention qui est indiqué sur la slide. À chaque fois que je rajoute un index, ben, je vais accélérer toutes les lectures qui seront en capacité d'utiliser cet index. Déjà, première remarque, quand vous posez un index, vérifiez bien avec un explain qu'il est utilisé, hein. Vous avez le possible keys qui liste les index qu'il a vu comme étant intéressants, et dans le keys, celui qu'il a retenu. Donc quand vous posez un nouvel index, vérifiez qu'il apparaît bien du coup à la fois dans le possible, mais aussi dans le key, dans celui qu'il a retenu. Si c'est pas le cas, qu'il n'est pas hyper optimisé votre index. Mais attention, voilà, chaque fois qu'on pose un index, ça veut dire aussi qu'on va ralentir tout ce qui est update, tout ce qui est insert et tout ce qui est delete. Alors si ces updates, insert, delete ont des critères, s'ils sont aware, effectivement, on va peut-être un petit peu les accélérer. Mais par contre, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va mettre à jour de la donnée, qu'on va en supprimer, qu'on va en ajouter, ben on va être obligé de recalculer tous les index qui sont attachés à cette table. Donc forcément, plus il y a d'index, plus il y a de choses dans ces index, et plus ça rame pour faire cette écriture. Donc voilà, pensez-y. Et en plus, plus il y a d'index, et plus on fait de la consommation d'espace disque, puisqu'à chaque fois, on duplique l'ensemble de données. Donc voilà, faites très attention à utiliser, parce que ça permet vraiment d'accélérer, mais à utiliser avec intelligence, comme pour tout, hein. Mais voilà, bien sélectionner sur quoi on met un index. Un exemple concret, c'est que si on a une requête qui est très lente, mais on sait qu'on l'utilise, je sais pas moi, une fois par an, ou que vraiment c'est quelque chose, c'est pas grave, sur lequel on peut attendre un peu avant d'avoir des enregistrements, ne mettez pas d'index. Maintenant, si on sait qu'il y a par exemple, un jeu de colonnes où on fait toujours des critères comme ça sur cette table-là, mettez un index avec ces colonnes-là, essayez d'en rajouter même sur les requêtes par rapport aux requêtes qui se produisent le plus souvent pour pouvoir que ces requêtes-là s'exécutent sans avoir besoin de rebondir sur la table. Ça, c'est une bonne démarche. Vraiment, pensez-y. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, je vais arrêter là pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir me voir ou à venir voir Estelle. Posez-nous vraiment toutes les questions que vous avez sur les autres SQL, on vous aidera avec plaisir. J'espère que je vous ai donné aujourd'hui au moins les bases pour faire les requêtes les plus optimisées possibles, ou en tout cas avoir déjà un bon début, un beau package de départ. Voilà, à bientôt.